Il faut être honnête, le plan actuel pour retourner sur la Lune est loin d'être idéal. Il est lent, miné par des retards et des problèmes techniques mineurs et repose sur un système de lancement incroyablement coûteux. À leur crédit, la NASA ne prétend pas que tout est parfait. L'agence reconnaît pleinement ses difficultés et explore activement des alternatives pour y remédier. Fait intéressant, l'une de ces alternatives implique que le Starship de SpaceX assume une mission plutôt étonnante. Dans un podcast animé par Gary Jordan, responsable des relations publiques de la NASA, l'administrateur intérimaire Sean Duffy a abordé les inquiétudes concernant le programme Artemis, mettant en avant ce qui le préoccupe le plus. Il a déclaré « Nous pourrions parler de ce que cela signifie économiquement, ce qui est très réel. Voici ma principale inquiétude. Si Artemis 1, Artemis 2 et Artemis 3 coûtent chacun 4 milliards de dollars par lancement, 4 milliards par lancement. À 4 milliards par lancement, vous n'avez pas de programme lunaire. Je ne pense tout simplement pas que ça puisse exister. Nous devons faire baisser les coûts. Et donc, je dois réfléchir et travailler avec les membres du Congrès. À quoi ressembleront Artemis 4, 5 et 6 ? Mais dépenser autant d'argent tout en réfléchissant à ce qu'il faut pour maintenir une présence durable devient, je pense, très difficile. Alors quoi ? Quelle est la réponse ? Duffy a clairement exprimé sa position. Le Space Launch System, SLS, est trop cher et tout programme lunaire reposant sur lui deviendra probablement insoutenable au-delà de quelques missions symboliques de type drapeau et empreinte. Il préconise plutôt de tirer parti des alternatives commerciales actuellement développées par des entreprises comme SpaceX et Blue Origin. Cependant, le 4 juillet, le président Trump a signé la loi One Big Beautiful Bill. Un amendement clé, introduit par le sénateur Ted Cruz, a ajouté environ 9,9 milliards de dollars de financement supplémentaires pour soutenir Artemis, la fusée SLS et le vaisseau Orion, garantissant de fait que Artemis 4 et Artemis 5 continueraient de voler sur le système SLS. Alors, comment la NASA compte-t-elle économiser de l'argent tout en utilisant cette fusée coûteuse ? La réponse est simple. Tenter de rendre le SLS plus abordable. La version de la chambre du projet de budget 2026 de la NASA contient une directive notable. Le comité demande à la NASA d'évaluer des alternatives à la conception actuelle de l'exploration Upper Stage, EUS, pour le SLS, en mettant l'accent sur la réduction des coûts de développement et de production, l'accélération du calendrier et le maintien d'une capacité de charge utile d'au moins 130 tonnes en orbite basse. La NASA doit également évaluer la manière dont des conceptions alternatives pourraient soutenir l'évolution à long terme du SLS et les objectifs d'exploration au-delà de l'orbite basse. La NASA est chargée d'évaluer divers systèmes de propulsion, configuration d'étages, compatibilité d'infrastructures, opportunités de collaboration commerciale et internationale, ainsi que les effets de coût et de calendrier de chaque alternative. Ce plan devra décrire comment la NASA compte utiliser les composants encore opérationnels du SLS pour des missions habitées et cargo dans le cadre des activités lunaires et martiennes. La NASA doit présenter ses conclusions au comité au plus tard 180 jours après l'adoption de cette loi. L'exploration Upper Stage est un nouvel étage de fusée en développement pour les futures missions utilisant le Space Launch System. Conçu pour les configurations Bloc 1B et Bloc 2, il remplacera l'Interim Cryogenic Propulsion Stage utilisé sur la variante Bloc 1 initiale. L'EUS sera propulsé par 4 moteurs RL-10C3 alimentés par oxygène et hydrogène liquide, produisant une poussée combinée de 433,1 kN. Son objectif est d'augmenter considérablement la capacité du SLS à effectuer des injections translunaires au-delà de ce que peut réaliser le Bloc 1. Le premier vol prévu avec l'EUS est Artemis 4, programmé pour 2028. Cependant,
L'EUS est devenu un élément coûteux et retardé du programme. Selon l'Office of Inspector General de la NASA, son coût de développement est passé d'une estimation initiale de 962 millions de dollars à 2,8 milliards, tandis que le calendrier a glissé de plus de 6 ans. Annuler ou remplacer l'EUS pourrait, en théorie, faire économiser une somme importante à la NASA. Impossible toutefois de revenir à l'Interim Cryogenic Propulsion Stage. Alors, quelles options restent-ils à la NASA? L'une des alternatives proposées consiste à utiliser un étage supérieur développé commercialement, déjà basé sur les mêmes ergols hydrogène-oxygène et appartenant à une classe de taille similaire, l'étage supérieur du New Glenn de Blue Origin. Propulsé par 2 moteurs BE-3U optimisés pour le vide, le deuxième étage du New Glenn, GS2, utilise de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, comme le US. En théorie, l'intégrer au SLS ne nécessiterait qu'un adaptateur structurel reliant l'étage au corps central du SLS et une interface avec la charge utile. Cependant, la NASA a plusieurs objections. Une grande contrainte est d'ordre physique. La hauteur combinée du corps central du SLS et de l'étage supérieur de Blue Origin dépasserait la hauteur maximale permise par les portes du Vehicle Assembly Building, VAB, du Kennedy Space Center. Adapter cette configuration exigerait des modifications coûteuses et longues du bâtiment. De plus, la NASA note que les moteurs BE-3U produisent une poussée plus élevée que les RL-10 prévus pour l'EUS. Cela entraînerait une accélération finale plus importante pour le vaisseau Orion, risquant de solliciter sa structure et imposant une refonte de ses panneaux solaires pour supporter ces forces supplémentaires. Une autre option suggérée est d'utiliser l'étage supérieur Centaur 5, dont la technologie est similaire. Bien sûr, il faudrait aussi modifier l'étage central du SLS et sa tour de lancement pour accueillir le Centaur 5. Cette solution ne résout pas tous les défis du programme Artemis, mais elle rend au moins le voyage vers la Lune un peu moins difficile cette fois-ci. Contrairement à l'ère Apollo, lorsque la NASA recevait environ 5% du budget national, le financement actuel est beaucoup plus limité. Cela signifie que la NASA doit être stratégique et économe dans chaque décision. Mais pour être honnête, comme l'a souligné Sean Duffy, le système Artemis actuel est tout simplement trop complexe pour être durable à long terme. Le programme repose sur 2 systèmes de transport totalement différents, le Space Launch System et le vaisseau Orion d'une part, et le Starship de SpaceX d'autre part. Intégrer 2 systèmes si différents ajoute une complexité importante et augmente les coûts. Les éléments matériels pour Artemis 2 et 3, en particulier le SLS et Orion, sont soit achevés, soit presque terminés. L'Agence spatiale européenne a déjà livré les modules de service européens pour Orion pour ces 2 missions. Si les États-Unis annulaient ou retardaient ces vols, ils risqueraient de nuire à la réputation de la NASA en tant que partenaire international fiable. Faire voler ces missions est essentiel, non seulement pour la crédibilité, mais aussi pour garantir que les astronautes américains retournent sur la surface lunaire avant la Chine. Cependant, le vaisseau Orion n'est pas aussi performant qu'il devrait l'être. Son module d'équipage et son système d'abandon au lancement sont plus lourds que les conceptions modernes plus efficaces. Le système de propulsion du module de service européen manque de puissance. En outre, Orion amérit dans l'océan, ce qui augmente les coûts de récupération par rapport aux alternatives à atterrissage terrestre. Il existe également une différence majeure de coûts opérationnels entre SLS Orion et Starship. Comme l'a noté Duffy, un rapport de l'inspecteur général de la NASA estime qu'un lancement du SLS coûtera au moins 4,2 milliards de dollars pour les 4 premières missions Artemis. En incluant Orion, ce coût grimpe à environ 5,2 milliards par lancement. A l'inverse, Elon Musk a affirmé que les lancements de Starship pourraient éventuellement coûter aussi peu que 10 millions de dollars, voire 2 à 3 millions à long terme. Le prix commercial final facturé par SpaceX reste inconnu,
mais une estimation raisonnable serait d'environ 40 millions par lancement. Cela signifie que la NASA pourrait théoriquement obtenir 130 lancements de Starship pour le coût d'une seule mission SLS Orion. Starship est également plus puissant, entièrement réutilisable et capable de transporter des charges beaucoup plus lourdes que le SLS. Il peut voler plus fréquemment et peut atterrir directement sur la Lune ou Mars, des capacités dont SLS et Orion ne disposent pas. Chaque mission Artemis pourrait nécessiter une douzaine de lancements Starship ou plus pour le ravitaillement en orbite, ce qui augmente les coûts, mais cette complexité faisait déjà partie du plan initial. Si seulement nous pouvions utiliser un seul système de lancement pour l'intégralité de la mission. Apollo l'a bien fait, non ? Eh bien, avant le développement du programme Artemis, SpaceX avait une proposition allant exactement dans ce sens. Utiliser Starship pour transporter des astronautes depuis la surface de la Terre jusqu'à la surface lunaire et retour avec un seul véhicule. Elon Musk a dévoilé ce plan lors du Congrès international d'astronautique en 2017. Notamment, il ne reposait ni sur le SLS de la NASA, ni sur le vaisseau Orion. C'était un concept entièrement indépendant, basé exclusivement sur ce que l'on appelle aujourd'hui Starship. Le plan original de SpaceX envisageait de faire atterrir soit 100 personnes, soit 100 tonnes de fret sur la Lune, bien au-delà des exigences de la NASA pour Artemis. Il était également beaucoup plus simple que l'approche actuelle de la NASA. Un seul véhicule habité serait utilisé, éliminant le besoin de rendez-vous et de docking complexes en orbite lunaire. Dans ce concept, le Starship habité serait ravitaillé en orbite terrestre elliptique, puis volerait directement vers la Lune, se poserait à la surface et ramènerait ensuite les astronautes sur Terre. Le véhicule rentrerait dans l'atmosphère grâce à un bouclier thermique et des volets aérodynamiques, puis atterrirait verticalement sur Terre. Cette version de Starship était conçue pour des missions lunaires complètes, incluant la rentrée atmosphérique et l'atterrissage. C'est très différent de la version Starship Human Landing System sélectionnée par la NASA pour Artemis. La variante HLS est basée sur le Starship actuellement testé en orbite terrestre, mais avec des modifications majeures. Comme elle ne reviendra jamais sur Terre, elle ne sera pas équipée de boucliers thermiques ni de surface aérodynamique. À la place, elle aura 5 panneaux solaires déployés à mi-corps et un revêtement thermique blanc spécial pour éviter que la lumière du soleil ne réchauffe les ergols cryogéniques. Starship a déjà démontré sa capacité à revenir de l'orbite et à effectuer un amérissage contrôlé précis. Bien que la rentrée depuis la Lune génère beaucoup plus de chaleur qu'une rentrée depuis l'orbite basse, SpaceX conçoit son bouclier thermique en tenant compte des retours depuis la Lune et Mars. Des tests en laboratoire ont confirmé que les tuiles TPS utilisées sur Starship peuvent résister aux températures extrêmes associées à une rentrée lunaire. Un grand avantage d'un retour direct de Starship sur Terre depuis la Lune est la possibilité de maintenir, rénover et réutiliser facilement le véhicule. Une fois revenu sur Terre, Starship peut subir des inspections et réparations approfondies grâce aux infrastructures existantes, puis être relancé pour une nouvelle mission.